Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis, midi, côte est des États-Unis, 18 h en France pour les webinaires de French Morning. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group, le média pour les Français francophones dans le monde entier, expatriés depuis plus de 17 ans. On est en direct à la fois sur Zoom et LinkedIn, donc si vous avez des questions sur LinkedIn, posez-les, on y répondra à la fin de la présentation. On est aussi bien sûr disponible en replay à vie sur Facebook et YouTube. Si vous êtes sur YouTube et que vous nous voyez en replay, n'hésitez pas à vous abonner. On a plein de sujets pour l'expatriation toutes les semaines. Je suis sûr que vous serez très intéressés de les recevoir. Aujourd'hui, on va voir Andorre est-il un paradis fiscal? Nos experts du jour sont Marc de Diego Ferrer, accompagné de Marie Duhem. Marc Andorran, d'origine, il dirige MCA Assessor depuis 2013. Il est donc accompagné aujourd'hui de Marie, la responsable juridique de l'entreprise. Ils accompagnent des entrepreneurs, sportifs, gamers, youtubeurs et bien sûr tous les expatriés qui ont envie de s'installer sereinement en Andorre. La présentation aujourd'hui, on va voir la fiscalité, les conventions internationales, les conditions d'expatriation et de résidence. On va voir aussi les opportunités d'investissement et de création d'entreprises en Andorre. Et on finira avec la qualité de vie et la sécurité dans le pays en ce moment. N'hésitez surtout pas à poser un maximum de questions. L'idée, c'est qu'à la fin, on puisse y répondre. Et vous verrez, Marc a spécialement, avec Marie, préparé un QR code aujourd'hui pour que vous puissiez leur parler en privé plus tard. Donc, n'hésitez surtout pas à scanner le QR code. Allez, Marc, je te donne la parole et moi, je reviens à la fin pour te poser les questions de l'audience. Merci Romain. Bonsoir à tous ceux qui sont en Europe et bonjour à tous qui sont sur le continent américain. Donc je m'appelle Marc. Donc d'abord remercier à French Morning cette opportunité de pouvoir présenter mon petit pays qui est devenu un hub aujourd'hui d'entrepreneurs, d'investisseurs et qu'on voulait vous présenter comme une option réelle et totalement safe pour envisager votre expatriation ou votre retour en Europe pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Donc moi, j'ai créé la société en 2013. Il faut se dire qu'en 2012, le gouvernement andorran a ouvert les investissements étrangers. On est passé d'une place très fermée à... On a ouvert tous les investissements donc étrangers, la création de sociétés, les investissements immobiliers. Et donc depuis 2013, j'ai le temps de trouver le financement pour ouvrir ma société. Depuis 2013, ben, j'accompagne euh, les expatriés, surtout français, francophones, parce que j'ai de la famille en France, j'ai travaillé en France, donc même si j'ai fait mes études à Barcelone, c'est un domaine qu'on connaît bien ici, et aussi parce on est juste à côté, pour ceux qui connaissent pas, on est situé entre la France et l'Espagne. Donc voilà, l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter un peu en global l'Andorre, les opportunités d'entrepreneuriat et de résidence. Donc je laisse Marie se présenter, ma collaboratrice depuis plusieurs années et ma personne de Bonjour. confiance. Bonjour à tous. Effectivement, moi, je suis Marie Duhem. Je suis française. Je suis juriste de formation, droit français, droit anglo-américain. Et j'ai complété ma formation par un MBA en mobilité internationale. J'ai eu l'occasion de travailler pour des grands groupes en France. J'ai travaillé pour Amazon, HSBC et Atos, entre autres, où je travaillais à la mobilité internationale, mais en interne. Donc, je m'adressais plutôt à une population de cadres supérieurs et de cadres dirigeants en interne. Et du coup, ça fait effectivement 5 ans que je travaille chez MCA avec Marc au sein du cabinet. Et là, on s'adresse à une population légèrement différente, des entrepreneurs, des résidents passifs, des personnes qui vivent de leur patrimoine, des retraités. Donc, c'est un métier un petit peu différent, mais le cœur de métier reste quand même le même. Dans les deux cas, il faut agir avec technicité et accompagnement. Parce que accompagner une expatriation, c'est pas seulement la partie juridique et fiscale, mais c'est aussi la customer experience, je dirais. Donc voilà, c'est quelque chose auquel on fait très attention chez MCA. Super, merci Marie. Donc, pour vous parler un peu des chiffres, hein, aujourd'hui, on est un cabinet qui a accompagné plus de 300, on va dire, familles, parce que nos clients sont souvent
des couples, des familles avec enfants, donc depuis plus de 12 ans. Le taux de réussite aujourd'hui, c'est aussi expliqué parce qu'on sélectionne beaucoup le type de clients qu'on accompagne. On aime les gens qui apportent de la valeur au pays. Donc, on a un taux de réussite très élevé, de plus de 80, on a mis 99, mais c'est plus élevé que 99% pour tous les dossiers d'investissement et de résidence. Donc, en fait, qu'est-ce que MCA? MCA, un cabinet on est composé de bon, moi-même, on a 3 juristes, on a 5 comptables. On a 5 personnes qui font de l'administratif et une personne responsable de l'équipe, on va dire, un team leader. L'idée, c'est que on accompagne les clients de A à Z dans toute leur expatriation, dans tout ce qui est la partie plus juridique, création de leur société ou planification de leur fiscalité. On fait aussi l'accompagnement administratif, donc permis de résidence, immigration, etc. Et finalement, on les aide à chercher leur bien immobilier là, parce qu'en fait, faudra un logement. Donc, on accompagne aussi là-dessus. Euh, la deuxième partie de nos services, c'est le suivi comptable et fiscal, donc pendant toute la durée de la résidence de nos clients. Donc on accompagne la comptabilité, on fait les déclarations fiscales, on s'assure que tout est conforme aux règles andorranes et bien sûr, comme la plupart travaillent à l'international, aux règles de leur pays d'origine. Et finalement, on a un support continu à tous nos clients. Ouais, on nous demande plein de choses. Donc, on a une large gamme de services euh, administratifs, juridiques et comptables. Donc, on va vous parler un peu de l'Andorre. Euh, L'Andorre, en fait, et ses avantages. En quelques mots, on va essayer de faire rapidement parce qu'on pourrait y passer pas mal de temps. Je dirais que l'avantage principal de l'Andorre, l'attrait principal, c'est l'aspect sécurité, de manière générale. La sécurité juridique, la stabilité politique, ça va un petit peu ensemble. On a un cadre légal stable et prévisible, des règles normatives qui sont bien établies depuis longtemps, une constitution, c'est une démocratie. On sait où on va, les lois ne sont pas rétroactives, voilà. En ce sens, c'est vraiment un cadre vraiment stable et prévisible. Une qualité de vie exceptionnelle, le terme est bien adapté, que ce soit au niveau de la qualité de l'air, c'est d'ailleurs pour ça, entre autres, qu'il y a une espérance de vie très importante en Andorre. Au niveau santé, vous avez en fait une sécurité sociale qui est la copie du système français, mais en bien mieux administré. Vous avez un service, en fait, vous payez, vous avez des cotisations sociales, on va y revenir tout à l'heure en détail, mais vous avez un service qui va derrière. Si je donne un exemple précis, si vous devez aller aux urgences parce que vous êtes coupé, vous êtes pris en charge rapidement. Voilà, en ça, ça participe de la qualité de vie. Concrètement, c'est un fait vraiment concret. L'aspect sécurité également, il n'y a pas de criminalité en Andorre. Vous pouvez vous balader dans la rue avec vos bijoux, personne ne va vous les arracher. Vous pouvez laisser votre voiture avec le contact. Voilà, ça vous donne une certaine sérénité. Concrètement, c'est très important dans une expatriation, pour se sentir bien dans un lieu. Il n'y a pas de gens qui dorment dehors. Voilà, on se sent vraiment dans une bulle. Et puis, bien sûr, l'aspect géographique. Rien que par rapport au paysage. Vous avez l'impression quand vous terminez votre journée de travail d'être en vacances et vous pouvez dans le même week-end aller au ski et aller sur la côte méditerranéenne. Donc c'est vrai que c'est plutôt très appréciable. Voilà. Et bien sûr, l'ouverture internationale, c'est vrai que, comme je disais, on se sent un peu dans une bulle, mais en même temps, l'Andorre a besoin de s'ouvrir à l'international. C'est pour ça qu'elle a développé des partenariats avec l'UE sans être membre, hein. L'Andorre ne fait pas partie de l'espace Schengen, mais a un peu le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire que voilà, on s'adapte un petit peu aux règles et une intégration dans l'économie internationale. On va y revenir tout à l'heure, mais on est très au fait de tout ce qui est règles de compliance. C'est vraiment très important pour l'Andorre de manière générale. Et vous avez quand même sur 87 000 habitants la moitié presque d'expatriés. Donc, c'est pas un pays fermé en ce sens. Et voilà, donc c'est un petit pays, mais avec une ouverture vraiment à l'international. Rajouter un peu sur la qualité de vie, quand tu as parlé de la sécurité sociale, du système de santé, je me rappelle, j'ai ma fille de 4 ans qui s'est ouvert le menton.
Et on est allé aux urgences et en moins d'une heure, on était sorti. Tout était fait, on n'a rien payé. C'est super. Bon, et nous, on est habitué, on est habitué à tout ça, mais c'est vrai que la plupart de nos clients nous le disent pas souvent, nous le disent souvent que ils payent énormément de charges sociales, surtout dans leur pays d'origine, et que les services ne sont pas à la hauteur. Donc, c'est vrai que, et par rapport à la sécurité en ville, je crois qu'on est le premier pays le plus sûr au monde. Et on le sent vraiment. Les motos n'ont pas de bloquant. Donc, des fois, Marie a parlé de bulles. Des fois, on est dans une bulle et on part dans nos pays voisins et ça nous change. C'est vrai. Et juste pour revenir sur l'aspect santé, ça participe aussi de la stabilité, je dirais, parce que si on prend l'exemple de la France, où il y a un très haut taux de remboursement, il y a également un très haut taux de remboursement par la sécurité sociale en Andorre. Et de la même manière, si vous avez besoin de faire appeler une ambulance chez vous, vous ne vous posez pas la question de savoir combien ça va vous coûter, est-ce que l'assurance va prendre en charge, etc. C'est la sécurité sociale, quoi. Donc en ça, c'est vrai que ça permet une certaine sérénité de manière générale dans la vie de tous les jours. Ouais. Et pour finir, même si on va aller plus en détail, le coût, parce que peut-être qu'on croit que le coût de la Sécu est très élevé. Les charges sociales pour les salariés sont de 22%. Et pour les entrepreneurs, c'est forfaitaire et on paye entre 500 et 600 euros par mois. Donc, c'est vraiment très abordable par rapport aux services perçus. On va entrer en détail donc sur la fiscalité. On vous a fait ce petit schéma, mais on va parler des taux, du taux fiscal, de pourquoi il y a un système fiscal en Andorre. Donc, il faut se dire qu'avant 2012, l'Andorre n'avait pas d'impôt, donc ça n'existait pas. C'est quelque chose d'impôt direct, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui a été introduit, pas pour que l'État ait plus de recettes, mais ça a été introduit pour que les autres, nos voisins, donc cette ouverture internationale, nos voisins nous homologuent pour pouvoir échanger donc des services, des marchandises, pour pouvoir être homologués, surtout en Europe où il y a une grosse pression fiscale. Donc en fait, on a le gouvernement, l'État, même le pays, a décidé de créer un système fiscal qui soit homologable. Bien sûr, en gardant un avantage fiscal, mais parce que la bonne gestion des finances publiques permet de ne pas avoir à mettre plus d'impôts. D'accord? Donc, le taux qui a été décidé et qui, bien sûr, a été négocié un peu avec nos voisins était de 10%. Donc, le taux maximum d'impôt en Andorre est de 10%. Mais il y a pas mal d'exemptions et on va dire de tranches qui permettent de le réduire énormément. Et surtout, c'est le plus gros concept, il n'y a pas de double imposition. C'est-à-dire, je vais rentrer en détail, mais euh, si on paye une fois, on ne va pas payer une deuxième fois. Donc, si on paye à une mairie une taxe pour une activité économique, on va pouvoir la déduire de notre impôt, société de l'impôt, et pas du résultat, donc de ce qu'on va payer. De la même manière, le taux de l'impôt société aujourd'hui est de 10%, pareil que l'impôt sur le revenu. Comme la société a payé 10%, quand elle distribue des dividendes à l'actionnaire, il n'y a pas de prélèvement et l'actionnaire n'a même pas à déclarer ses dividendes. L'État considère que la société a déjà payé 10, donc pourquoi repayer 10% en impôt sur le revenu? Donc c'est les plus gros avantages en matière d'impôt direct. En matière d'impôt indirect, comparé au système français et européen de TVA, on est très très compétitif. On a 4,5% de taux maximal. On a des taux à 2,5, à 1 et à 0%. Ce qui fait que c'est une des raisons pour lesquelles on a 8 millions 9 millions de touristes par an qui viennent acheter dans tous les magasins. Donc il y a une activité économique énorme pour un pays de... Il faut dire que 9 millions de touristes pour 86 000 habitants. On est le pays du monde avec le plus de touristes par habitant. OK? Et on arrive à bien gérer quand même la sécurité, etc. Donc ça, c'est pour les impôts indirects. Par rapport au droit de succession, l'Andorre n'a pas de droit de succession, donc on peut faire des donations où les enfants peuvent hériter du patrimoine sans aucune taxe en Andorre.
Bien sûr, il faut, si on est un patrimoine international, il faut vérifier la plupart des règles d'autres pays. Ça ne veut pas dire qu'on ne paiera pas parce qu'on est en Andorre. Donc il faut bien être accompagné. Mais on peut utiliser bien sûr l'Andorre pour transmettre une partie ou tout notre patrimoine si on est bien organisé. Et après, d'autres impôts qui sont plus avantageux, tout ce qui est taxes locales en général, taxes foncières, impôts locaux, impôts, pour vous dire, je crois que je paye 60 euros par an pour les ordures, ok? Et les lumières publiques. C'est vraiment dérisoire. On ne budgète pas, on ne met pas dans notre budget familial les taxes et les petits frais locaux. C'est quelque chose qui vient là. Pareil pour les voitures, hein, la taxe annuelle la plus élevée, je crois qu'elle est de 200 euros pour une voiture très puissante. Ce qui a beaucoup de différence avec la France, par exemple, qui a des malus énormes, ou d'autres pays qui ont qui ont des taxes locales énormes. Donc, ce système fiscal, comme je disais au début, a permis d'être homologué au niveau international, c'est-à-dire que nos pays voisins, donc les premiers à avoir validé notre système, c'est la France et l'Espagne. Donc la France est le premier pays à avoir signé une convention de non-double imposition avec l'Andorre. Il y a d'autres conventions, on vous en a mis quelques-unes ici. Ce qui veut dire, on a l'Espagne, maintenant il y a beaucoup d'autres pays qui ont signé des conventions et ratifié des conventions de non-double imposition, et on en signe de plus en plus. Mais tout ce travail d'avoir mis un système fiscal a permis de signer des conventions internationales qui permettent aujourd'hui aux sociétés andorranes de travailler normalement dans la plupart des pays voisins ou dans la plupart des pays. On n'est plus classé pays à basse fiscalité, on est sorti des listes grises, bon, d'abord des listes noires, des listes grises. Donc, toute cette transformation a permis de passer d'un pays fermé, opaque, à un pays ouvert économiquement, avec une fiscalité très compétitive et un environnement favorable à l'entrepreneuriat, favorable à la vie de famille et favorable, bien sûr, à tout ce qui est service digital. Donc, pour vous dire, on a des clients qui, grâce à pouvoir avoir à ce système si compétitif, on a homologués, surtout en France, parce que la plupart de nos clients sont français. Ça leur a permis de venir ici, de développer leur business. On a des cas de succès énormes. On a des clients qui ont multiplié par 5 leur chiffre d'affaires juste parce qu'ils se sont moins sentis oppressés par la fiscalité. Ils se sont dit, attends, je vais payer 10%. Donc ça veut dire que jusqu'en novembre, je travaille pour moi. Et en décembre, en mi-novembre, je vais commencer à travailler pour l'État. Alors que la plupart des pays, on travaille jusqu'en juin pour nous et après, c'est pour l'État. Donc, ça permet aux gens de se concentrer sur leur business, de développer sereinement, de réinvestir, bien sûr, parce que on a plus de ressources pour notre business. Donc, ça nous permet de développer, d'avoir d'autres idées et surtout ne pas se sentir oppressé. Les gens, on a une famille, ils sortaient d'une inspection fiscale. Il nous disait, j'ai plus peur d'aller à la boîte aux lettres, voir si je reçois un courrier des impôts. Pour nous, comment c'est possible d'avoir peur des impôts alors que c'est notre partenaire? En Andorre, les impôts, c'est un partenaire. On va les voir et ils nous aident même à faire une déclaration. Donc, disons que le système fiscal a été fait pour encourager les créateurs de business, les investisseurs, et pour que chacun participe d'une manière juste au pays, ça c'est sûr. Donc là, on va vous expliquer un peu quelles sont les modalités d'expat pour Quelles- l'Andorre. Exactement. Quelles sont en fait les différentes options pour s'expatrier? Je vais essayer d'être assez schématique parce que pareil, on pourrait y passer pas mal de temps, mais concrètement, vous avez deux grandes options qui se dessinent, la résidence active et la résidence passive.
La résidence active, c'est la résidence la plus classique, je dirais. Classique parce qu'en fait, elle vous demande de passer 183 jours par an en Andorre et d'y établir le centre de vos intérêts vitaux. Et ça, je dis que c'est classique parce que c'est en principe le même wording que les conventions fiscales type modèle ECDE, 183 jours et centre des intérêts vitaux en Andorre. La résidence active, elle vous demande de créer une société en Andorre. Donc, en général, vous avez deux types de sociétés, société anonyme ou société limitée unipersonnelle. Société limitée ou unipersonnelle étant l'option en général dans la majorité des cas qui est retenue, avec un capital social de 3 000 euros. Elle s'adresse à des personnes qui ont besoin de facturer via leur société. Ça peut être quelqu'un qui fait de la facturation, de la prestation de services en marketing, des personnes qui font du e-commerce, de l'IT, de la gestion d'entreprise de manière générale. Voilà, on peut avoir un objet social assez complet sur ce type de société. C'est aussi l'avantage. Et du fait que ce soit une résidence, comme je disais, classique, ça s'adresse aussi aux personnes qui viennent s'établir en famille, parce que un des points de la résidence passive, c'est que vous êtes assujetti au régime de sécurité sociale andorran dont on parlait tout à l'heure. Donc, quand on vient en famille, c'est vrai que c'est le plus avantageux pour la scolarisation des enfants, etc. Vous avez également la résidence passive. La résidence passive, vous n'avez que 90 jours à passer en Andorre pour être considéré comme résident en Andorre. Vous ne pouvez pas avoir d'activité commerciale, mais vous pouvez avoir tout à fait une activité de revenus passifs. Et du coup, là, ça s'adresse principalement à des personnes, alors idéalement des personnes retraitées, par exemple, ou des personnes qui vivent de revenus passifs de leurs investissements, et des personnes qui souhaitent plus voyager, parce que l'Andorre vous demandera de ne passer que 90 jours par an dans le pays, et ce ne sera pas forcément contrôlé d'ailleurs, ce ne sera pas contrôlé. Pour la résidence active, vous avez un dépôt de 50 000 euros qui doit être effectué auprès de l'autorité financière andorrane. Ça, c'est la contrepartie. Et la résidence passive, vous avez en gros un investissement à faire de 600 000 euros. Cet investissement, il peut être fait euh, en achetant l'immobilier, en achetant votre logement principal, ou éventuellement en créant une société dite patrimoniale, donc il y aura un objet social limité à la partie patrimoniale, et vous metteriez ce capital social-là, 600 000 euros, et après la société, elle investit comme elle veut. Voilà. Ça, ce sont les deux options principales. Concernant la mise en œuvre du projet, c'est vrai que notre cabinet, comme je le soulignais tout à l'heure, on propose vraiment un accompagnement personnalisé parce que on sait de fait que l'expatriation, c'est pas que la partie juridique et fiscale. Il faut être très technique, il faut être très précis sur ce type de création de société, etc. Mais il faut aussi proposer un accompagnement personnalisé en fonction du client, en fonction de son projet. Et en général, c'est nous, au premier rendez-vous, qui l'orientons vers une résidence active ou passive en fonction de son projet. Mais la personnalisation, ça va au-delà. C'est que si par exemple le client nous indique qu'il y a des sociétés en France ou à l'étranger, on voit toujours comment faire le lien avec la société andorrane, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour lui au niveau optimisation. Et on fait souvent des analyses fiscales et stratégiques, patrimoniales. Je précise également qu'au sein de notre cabinet, comme Marc le dit tout à l'heure, on a une juriste spécialisée en gestion de patrimoine. Donc c'est vrai que tout ça, c'est des éléments qui sont faits en amont en fait de la relation contractuelle. On donne le maximum d'éléments possibles pour que la personne qui s'engage avec nous, qui nous confie son projet, elle le fasse en connaissance de cause avec toutes les informations en amont. Et la coordination avec les autorités andorranes, c'est que, comme je le disais, moi je suis française, expatriée, juriste, ma collègue également, mais MCA c'est avant tout un cabinet d'experts locaux, francophones. Du coup, moi par exemple, quand je travaille avec les banques ou avec le notaire, etc., je travaille pour un cabinet, je me présente comme un cabinet andorran, je travaille pour MCA. C'est vraiment un cabinet local et c'est en ce sens qu'on coordine avec les autorités, que ce soit le gouvernement, les banques, l'immigration, la sécurité sociale. On est en contact avec tous les services de manière générale en Andorre. Concernant l'établissement d'Andorre et je dirais l'installation effective, euh, Marc est également associé dans une agence immobilière, donc on met toujours le client en contact avec l'agence pour trouver que ce soit un bien à louer ou à acheter pour sa résidence principale ou des investissements, mais on accorde une attention particulière à cet aspect-là, la partie IMO, parce qu'on sait, alors c'est vrai que moi-même je suis expatriée et je sais que le logement c'est vraiment un point très important dans une expérience de l'expatriation, et ça on y fait vraiment très très attention, voilà, un point d'attention particulier. Ouverture de compte bancaire, bien sûr, le compte société pour pouvoir déposer le capital social. Donc, on présente, nous, le dossier auprès de la banque. Le client n'a rien à faire de particulier à ce niveau-là.
et après tout ce qui est compte personnel, etc. Et l'assurance privée pour les résidents passifs, on se charge de demander des devis et de le présenter aux clients. Et l'affiliation à la sécurité sociale, bien sûr, on s'en occupe. Je profite également pour indiquer que les personnes qui ont travaillé en France et qui bénéficient d'une pension de retraite française, il y a une convention de sécurité sociale qui existe entre la France et l'Andorre, qui permet en fait aux retraités de pouvoir bénéficier en résidence passive de la sécurité sociale publique en Andorre. Et du coup, on s'occupe également de faire le lien entre la CPM, enfin Amélie, et la CAS pour faire jouer cet accord de sécurité sociale. Donc vraiment, ce qu'on disait, un accompagnement personnalisé à tout niveau. Concernant l'obtention du permis de résidence en Andorre, qui est verte concrètement, le délai moyen entre 2 et 4 mois. On ne peut pas donner de délai plus précis parce qu'on dépend quand même pas mal du gouvernement, donc ça dépend, ça varie quelquefois de quelques semaines. Le renouvellement, la résidence active au bout d'un an, ensuite tous les 2 ans, enfin 2 fois 2 ans, puis 10 ans, et 2 ans pour la résidence passive. Et le séjour obligatoire, c'est vrai que j'en ai parlé au départ, vous avez 183 jours pour la résidence active et 90 jours pour la résidence passive. Voilà. Après, je crois qu'on parle des différents investissements en Andorre, qui est la slide suivante. Yes. Alors, juste Super. pour compléter un peu la présentation de Marie, on va dire que le moment où le moment où on choisit la résidence active ou passive, c'est bon, c'est bien sûr le point de départ. Et je vais vous parler du client type de résidence passive parce que ça rejoint un peu ce qu'on a dit au départ de être en Andorre, être près de la côte, tout ça. On a pas mal de clients qui se sont maintenant amis entre eux. En fait, ils sont retraités ou en pré-retraite, ils ont vendu leur société ou ils ont fait fortune dans un secteur et peuvent vivre de leurs revenus passifs. En fait, le fait d'être contraint que à 90 jours leur permet de passer un peu plus de 90 jours en Andorre, mais par exemple la saison d'hiver, avoir une maison sur la côte en Espagne, pas loin, donc à Empuria Brava, la Costa Brava, ou même un peu plus bas, passer printemps et automne, et l'été, ils voyagent. Ça leur permet une flexibilité énorme. Donc ça, c'est la résidence passive. Et pour la résidence active, on a tout type d'entrepreneurs, on a des développeurs informatiques, on a même aujourd'hui pas mal aujourd'hui, c'est ce qui marche beaucoup, c'est le marketing en ligne, l'e-commerce, les infoproduits. On a des consultants, on a, on a énormément en fait, tout ce qui peut être fait en dématérialisé. Et Mhm. on a des clients qui ont des activités dans l'IA, dans plein de secteurs. Et eux, bien sûr, choisissent la résidence active parce que elle est liée à la création d'une société, donc à un business. Qui développe à partir d'ici. Donc tout ça, c'est pour revenir donc, aux opportunités d'investissement, pour faire le lien avec les opportunités d'investissement et les opportunités d'affaires en Andorre. Donc en général, aujourd'hui, l'immobilier, c'est la star, on va dire. Mhm. L'immobilier aujourd'hui a augmenté en prix énormément les dernières années. Il y a une demande de biens de luxe, de chalets, d'appartements qui se construisent. Nous, en centre-ville, il faut juste voir le nombre de grues qu'on a. Donc il y a une activité énorme en immobilier. Les rendements locatifs, je vous parle de 4 et 6%. C'est vrai sur le slide, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est pas beaucoup, mais en fait, c'est que c'est du net. Il faut se dire que le rendement ici, c'est net. Donc on calcule tout en net parce que les impôts sont tellement faibles qu'on calcule tout en net. Euh, on va dire que le marché IMO, pour conclure là-dessus, est en train d'être intervenu un peu par l'État, c'est-à-dire que les étrangers aujourd'hui ne peuvent acheter que deux biens, deux appartements ou une maison, ce qui, ce qui a fait un effet d'appel, qui a fait l'effet contraire et maintenant tout le monde veut acheter. Et c'est aujourd'hui une super opportunité. Il faut juste venir voir comment ça bouge.
Le deuxième point où même le gouvernement a même créé une agence qui veut développer, donc on va dire on est un petit pays, donc le, on doit attraire des secteurs à forte valeur ajoutée et qui sont peu intensifs en ressources. Donc bien sûr, on a misé sur la technologie, on a un peu aussi sur la santé et le sport. Euh, Aujourd'hui, les banques andorranes se sont modernisées et ont des listes. Il y a une loi sur la crypto, il y a même des licences pour les digital assets pour les banques. On a la fibre dans tout le pays, donc on ne peut pas choisir autre chose. Il n'y a que la fibre optique pour la connexion Internet et la 5G. Donc le pays est ultra connecté et bien sûr on appelle le patent box, il y a certaines exemptions fiscales, on peut arriver à payer 2% d'impôts si on exploite des brevets dans l'innovation ou en général dans la propriété intellectuelle. Euh, et l'État est en train aussi de prendre partie active pour connecter des entrepreneurs, pour connecter des investisseurs et des entrepreneurs. Donc c'est vraiment des secteurs qu'on veut promouvoir. Le commerce, bien sûr, le commerce, aujourd'hui, je vous ai parlé de 9 millions de touristes. Il y a le commerce et l'e-commerce, mais le commerce aujourd'hui joue un rôle très important en Andorre. Il y a du shopping de tout. Bon, c'est fou ce qu'on arrive à avoir comme magasin, comme Des marque, galeries d'art. etc. Des galeries d'art, oui, oui, on a Mhm. de tout. Et en général, tout le secteur service. Donc, tout ce qui est. On n'a pas mis ici le secteur financier, on n'a pas parlé des banques, mais les trois banques andorranes, il n'y a que trois banques, sont des banques familiales qui ont c'est le modèle suisse qui ont pour but de gérer du patrimoine, pas de prêter. Donc leur exposition au crédit est très très faible comparée aux assets under management, aux actifs sous gestion, ce qui leur permet des, des taux de solvabilité énormes. Et donc, et pour, euh, pour vous dire, il y avait une banque qui avait été accusée de blanchiment d'argent il y a plus de 10 ans. Elle a été intervenue par l'État et pas un centime s'est perdu parce qu'elle était tellement bien capitalisée que tout le monde, elle a été intervenue pendant des mois, tout le monde a récupéré son argent. Donc, pour se dire que le système financier est costaud. Et puis, il y a toute une série de services ben, comme le nôtre hein, qui sont agrégés à cette place financière, donc gestion de patrimoine, conseil, euh, dans le sens large aux entreprises, et bien sûr tout ce qui est services en ligne, infoproduits, développement informatique, tous ces secteurs de services et c'est pour ça qu'on est en train d'attraire beaucoup de professionnels qui ont une forte valeur en Andorre. Et c'est pour ça aussi que l'immobilier est, euh, est en train d'exploser. Donc, en définitive, il y a tous les ingrédients aujourd'hui pour avoir un écosystème qui est 100% orienté entrepreneur, création de valeur et dans la plupart de secteurs qui n'ont pas besoin de ressources intensives. On n'a pas d'usine, on va pas développer des secteurs qui ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre parce qu'on est limité. Donc on a mis le turbo sur tout ce qui est forte valeur ajoutée. Donc, c'est un peu la partie des opportunités d'investissement d'Andorre. Là, on va essayer de répondre. Je pense que vous avez déjà la réponse depuis tout ce qu'on a dit, mais vous avez déjà la réponse. Donc, est-ce que l'Andorre est un paradis fiscal? Donc, bien sûr, non. L'Andorre n'est plus un paradis fiscal depuis plus de 15 ans. Euh, il y avait le secret bancaire. Aujourd'hui, le pays échange des informations. C'est un pays 100% compliant avec toutes les règles internationales, notamment avec l'OCDE. Aujourd'hui, il y a un système fiscal qui est homologué, qui est reconnu et qui nous a permis de signer des conventions. On n'est plus dans aucune liste, ni noire ni grise. D'ailleurs, on a même signé un accord avec l'Union européenne, un accord d'association. Donc, c'est pas une entrée en Europe, c'est un accord pour normaliser toutes les relations avec l'Europe.
parce qu'on n'a pas d'autre choix que par notre situation géographique, c'est notre premier voisin, c'est l'Europe. Et surtout, l'Andorre fait les devoirs très sévèrement pour tout ce qui est offshore. Donc, on a, nous, les professionnels, mais les banques et l'État, on essaye de s'assurer que toute société qui était créée en Andorre et qui développe son activité à partir d'ici a de la substance, donc il y a une vraie activité économique, ce qui apporte à l'économie du pays. C'est le principal intérêt, c'est pas d'avoir des boîtes aux lettres en Andorre. Et pour vous parler d'un un client qui était, qui, au départ voulait avoir avait mal été conseillé, il voulait avoir très peu de substance, il voulait vivre il voulait vivre en France. Le fait on se soit, il a eu une inspection fiscale, le fait qu'on se soit assuré qu'il avait des employés, on a bien insisté là-dessus, qu'il avait des locaux, qu'il avait une résidence qui passait du temps en Andorre, le fait lui a fait économiser dans l'inspection qu'il a eu, une inspection très sévère, euh, énormément d'argent, donc plus de 200 000 euros d'impôts et plus les pénalités qu'il aurait eu. Donc grâce à avoir fait les devoirs en matière de substance, on a pu prouver à l'État français il devait payer ses impôts, mais en Andorre. OK? Euh, donc un, un peu de data pour vous dire que jusqu'où on est. Donc on est cette année en 2024, on est le cinquième pays avec le moins de risque de blanchiment. Donc on est classé 160 de 164 euh, de pays avec le plus de risques. Donc on est les presque derniers. En 2021, on était les premiers. Donc aujourd'hui, le pays fait très attention au blanchiment, très attention à la fraude fiscale et s'assure que bah, tout ce qui est accepté est de la meilleure qualité possible, on va dire, au niveau d'investisseurs. Donc, et ce qui nous a permis, voilà, cette reconnaissance internationale. Faut se dire que la plupart des places financières, comme l'Estonie ou comme bon, des pays qui ont historiquement été des places financières, ont du mal à monter ou à descendre dans ce classement. Donc, ça veut dire qu'on a fait énormément de travail là-dessus. Pour conclure, euh, on va dire que la plupart de nos clients, on va parler de certains de nos clients qui aujourd'hui, en fait, l'histoire, c'est tout le temps la même, sauf ceux qui connaissent déjà l'Andorre. Ceux qui connaissent déjà l'Andorre et qui se disent je veux vivre ici, on n'a pas à faire tout ce travail. Ceux qui connaissent pas l'Andorre, mais se posent une question sur leur fiscalité, ils choisissent l'Andorre. Il y a d'autres places avec des fiscalités similaires en Europe et hors Europe. Euh, mais aujourd'hui, le client type vient pour payer mon impôt et reste pour la qualité de vie. Aujourd'hui, à la garderie où j'emmène et l'école où j'emmène mes enfants, il y a de plus en plus d'expats qu'on a, qu'on a vu arriver il y a 2 3 ans, 4 5 ans, et qui maintenant ont fait leur famille, ont fondé leur famille en Andorre parce que euh, on va au parc, on peut laisser la poussette euh, dans un coin, on est sûr qu'on va pas se la faire voler. On a une famille, tiens, on a une famille de Canadiens, bon, Québécois, pardon, euh, qui sont dans le consulting. Ils ont gardé bon, le père est conseiller financier. Il a gardé ses clients, mais comme son travail lui permet de travailler en remote, il était dans une ville où c'était moyen, il était pas très heureux là où il était, bah, le froid en hiver, le fait de un endroit pas très safe. Ils sont venus ici. Aujourd'hui, les enfants parlent catalan, espagnol aussi. D'ailleurs, je l'ai eu au téléphone, et il m'a dit qu'il avait du mal à comprendre ses enfants quand ils parlaient entre eux parce qu'il n'a pas encore il a pas pu encore apprendre la langue. Euh, on a des clients, un autre Canadien qui est marié avec une Américaine qui ont vécu à Marbella, qui était super à Marbella, et qui sont venus vivre à Andorre. Et maintenant, ils achètent un chalet. On est
en pleine discussion pour acheter un chalet là où ils vivent, le chalet qu'ils ont loué. Maintenant, ils veulent l'acheter parce qu'ils veulent s'établir complètement. Ils ont des enfants en bas âge, hein, 5-6 ans. On a euh, même, on a même un cas où on a un client qui fait du marketing en ligne, 20 ans, 25 ans, il est arrivé en Andorre. Il a cru qu'il devait partir à Dubaï. On l'a conseillé, bon, garde ta société en Andorre, pars à Dubaï, ça va te coûter pas grand-chose par an, mais ne la ferme pas. Au bout d'un an et demi, il nous a appelé, bon, vous aviez raison, merci pour nous avoir conseillé de garder la société, et il est en Andorre aujourd'hui. Il a pu faire son exit de sa société avec une moindre fiscalité. Disons, on a plein on a un cadre qui travaille dans une multinationale qui est coté en bourse, qui a fait sa sortie. Il avait ses stock options. Il a pu venir en Andorre, vendre ses stock options et rien payer d'impôts. Parce qu'en Andorre, j'en en ai pas parlé, mais les impôts sur tout ce qui est stock market sont de zéro. Les plus-values ne sont pas imposées. Donc en fait, on a plein de petits exemples du succès andorran. On a très peu de gens qui repartent parce qu'en fait, c'est pas parce que nous on fait un super travail, je parle de nous, les Andorrans, hein, mais parce que nos voisins font pas trop bien leur travail par rapport à la sécurité, à la pression fiscale, par rapport au lifestyle. Aujourd'hui, être en terrasse et poser ses affaires, ne pas laisser les enfants jouer, c'est quelque chose qui, pour nous, c'est quelque chose de normal, mais c'est quelque chose qui n'a pas de prix pour certains. Donc voilà un peu euh, pour la conclusion de nos principaux, bon, les exemples de nos principaux clients. Ben, le premier exemple, c'est Marie. Si tu veux nous parler un peu de, de ton parcours, parce que tu étais quand même dans des sociétés, tu as une carrière top et tu as quand même choisi l'Andorre. Oui, c'est vrai qu'à la base, j'ai suivi mon mari qui, lui, est entrepreneur. Il travaille plutôt dans le e-commerce. Euh, Après, c'est vrai que l'Andorre, quand on ne connaît pas, on a l'impression que peut-être qu'il y a moins d'opportunités. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'expatriés, donc c'est vraiment un contexte très international au final. Même si vous avez quand même beaucoup de traditions, de choses comme ça, de choses locales, mais vous avez quand même un pays avec une grosse communauté internationale. Que ce soit alors beaucoup d'Espagnols, d'anglo-saxons et de français, de manière générale. Et oui, le cadre de vie est top. C'est vrai que pour les familles, moi j'ai également un fils, c'est vrai que c'est très très appréciable. Vous avez tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est sérénité aussi au niveau. Alors je prends l'exemple de la France, peut-être des États-Unis, où il y a tout ce qui est risque d'attentat, ce genre de choses, qui sont quand même un poids en fait de manière générale. Tout ça, on l'a pas ici. Et je rejoins ce que je disais par rapport à la bulle, c'est vrai que toutes ces problématiques-là, on les a pas. Et c'est vrai que c'est quand même très appréciable au quotidien de manière générale. Après, au niveau de la langue, c'est vrai que, euh, comme je dis, il y a une grosse communauté d'expatriés, de personnes anglo-saxonnes de manière générale. Dans la vie de tous les jours, vous avez quand même beaucoup de personnes qui parlent français dans les boutiques et les restaurants. C'est aussi appréciable. C'est-à-dire qu'on est à l'étranger, mais on a quand même un lien. On se sent vraiment à l'étranger, mais même physiquement, on est quand même proche de la France. Si vous avez de la famille en France et que vous avez le moindre pépin au niveau familial et que vous devez vous déplacer rapidement, vous savez que vous pouvez le faire. Ce n'est pas le cas de Dubaï, ce n'est pas le cas de Malte, où vous devez prendre un avion. Il y a une certaine flexibilité là-dessus, tout en se sentant vraiment à l'étranger. Voilà. Après, c'est vrai qu'au niveau du retour, euh, honnêtement, depuis que je travaille en tout cas avec Marc, il y a eu très très peu de retours en France ou retour dans le pays d'origine. Bon, il y a l'exemple de celui qui était parti à Dubaï qui est revenu. Et après, les personnes qui sont parties, c'était vraiment par obligation familiale et voilà, avec regret parce qu'au final, euh, tout est mieux. En fait, pour conclure, Wow. pas vraiment de raison de partir. Voilà. Ok, donc merci à tous pour on espère qu'on a été assez clair et on a essayé de faire un petit parcours sur tous les aspects
de l'Andorre. Vous pouvez poser vos questions. Je pense que Romain va prendre la parole peut-être. Oui. Euh, Quel timing? Je vous avais donné 45 minutes, vous avez tenu 45 minutes. Merci beaucoup à tous les deux. merci. Euh, à nouveau, vous avez à l'écran le QR code pour prendre rendez-vous directement avec Marc et Marie. Ils l'ont préparé spécialement pour les webinaires de French Morning. Vous savez, on aime bien avoir toujours un moyen très pratique pour pouvoir prendre contact avec les experts. Il n'y a pas besoin de faire plein d'allers-retours. Là, vous scannez le QR code et ils ont un calendrier digital. Donc, vous avez un rendez-vous au créneau qui vous arrange. On a pas mal de questions. Je vais les prendre dans l'ordre. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui sont arrivés un peu en retard. Donc, je pense qu'il y a des choses qui ont déjà été dites, mais c'est pas grave. Il y a José-Marie qui nous demande, Bonjour, existe-t-il une convention fiscale entre la France et l'Andorre? Alors oui, exactement. Euh, c'est la première convention fiscale qui a été signée. Elle a été signée en 2013 et entrée en vigueur en 2015. Donc ça fait des années que les relations avec la France, d'un point de vue économique et des sociétés, sont établies. Donc il n'y a aucun souci pour travailler avec entre des entreprises françaises et des entreprises andorranes. Magnifique. On a un auditeur anonyme qui demande si on peut envoyer le replay. Sachez que tous les webinaires de French Morning, si vous êtes inscrit au webinaire, le lendemain, exactement 24 heures après, vous recevez le lien du replay. En général, c'est un replay qui part sur YouTube, comme ça. Pensez à vous abonner à la chaîne, comme ça, vous pourrez voir aussi tous les webinaires qu'on fait. Euh, on a une autre question de Philippe. Quel est l'impact fiscal si on devient résident en Andorre et que nous avons des biens immobiliers en Europe, quid notamment de l'IFI en France? Alors, l'immobilier a un traitement fiscal particulier. C'est en général dans tous les pays, c'est la même chose. On ne peut pas déplacer un bien immobilier, donc il sera imposé là où il se situe. Ça, c'est la première règle, ça c'est international. Donc, de la même manière, un résident français qui aurait un bien immobilier en Andorre, les revenus locatifs seront imposés en Andorre. Et donc, l'inverse fait la même chose. Donc, en général, cette règle partout dans le monde. L'IFI, l'IFI, c'est exactement la même chose, mais si on est non-résident, ça sera que sur le patrimoine immobilier. Si on est non-résident français, donc si on est résident fiscal andorran, ça sera sur le patrimoine immobilier français uniquement. D'accord. Donc, si on est en dessous en France, on n'en paie pas. Grosso modo, c'est ça. Exact. Ok. Euh, donc, le replay, c'est bon. Pour répondre à Rita. La voie de la résidence passive. Voilà, question de Muriel. Si on choisit la voie de la résidence passive, quelles sont les implications pour la résidence fiscale, situation dans les autres pays où on a des biens, par exemple le UK et la France? Alors, ça c'est un point qu'on aborde systématiquement avec nos clients. Et c'est quelque chose qu'on aime bien souligner, c'est que l'Andorre nous considère résident ou résident fiscal ne veut pas dire que le pays d'origine ne nous considère plus résident fiscal. C'est très important lors d'une expatriation, pas que en Andorre, mais dans n'importe quel pays, à forte ou faible fiscalité, de s'assurer donc des règles fiscales de départ de là où on se trouve et des règles fiscales d'arrivée de là où on va. Que la résidence passive nous oblige à rester au moins 90 jours, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rester jusqu'à 6 mois. L'Andorre va nous considérer d'office résident fiscal si on déclare nos impôts en Andorre. Mais ça ne veut pas dire que si on est résident, si on a une résidence en France et qu'on y passe du temps, la France ne nous considère plus. Donc il faudra ne plus rester en France pendant 6 mois. Il faudra respecter les règles de centre d'intérêt. Et aussi souligner que avoir des biens en France ne vous fait pas résident fiscal français. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Et pour revenir, parce que je pense qu'on parlait aussi de UK, euh, par exemple, le UK a une fiscalité qui va de avril à avril. Donc en fait, l'année fiscale UK n'est pas la même que l'année fiscale andorrane. Donc il faut vraiment
s'accompagner. En général, on travaille la plupart du temps en collaboration avec le cabinet qui va gérer le départ du pays pour s'assurer que c'est fait dans les règles. En plus, le UK a certaines particularités. Si on finit l'année fiscale, mais qu'on a des revenus pendant quelques mois après au UK, cette année-là, elle va aussi être considérée fiscalisée au UK. Il y a pas mal de subtilités. Donc voilà, pour résumer, être résident andorran ne fait pas être résident fiscal andorran. Et il faut être bien accompagné au départ et à l'arrivée pour s'assurer qu'on n'a pas de risque après de requalification ou qu'on ne va pas payer deux fois des impôts. Merci beaucoup. Mm. Alors, quelle est la langue de tous les jours? Question de Ilia. C'est le français, le catalan, c'est l'espagnol. Ça se passe comment? Ça va me faire un peu de mal de le dire. En général, les gens dans la rue parlent espagnol. Les Andorrans, entre nous, on parle tous catalan. Il faut dire qu'on est à peu près la moitié de la population, on est andorran. Mais la langue qui est parlée le plus souvent est l'espagnol. Tout le monde parle espagnol en Andorre. Et après, il y a le catalan et bien sûr le français. Parfait. On a un auditeur anonyme qui nous dit qu'il a rejoint le Zoom un petit peu en retard. Est-ce qu'il y a la possibilité de création facile d'une simple holding, donc sans office, sans employé, sans résidence, qui peut regrouper les parts de ma société? Alors, c'est possible, mais il faut s'assurer de respecter les règles de substance. Et il faut savoir que les conventions de non de l'imposition, toutes les conventions fiscales en général, prévoient à la fin, hein, le petit texte prévoit que si on utilise la convention uniquement pour ne pas payer d'impôts, elle ne s'applique plus. Donc il faut qu'on trouve d'autres raisons. On peut faire un montage pour optimiser fiscalement, mais il faut d'autres raisons, des raisons économiques, des raisons d'organisation, une expatriation par exemple, euh, pour justifier la création d'un montage. D'accord? C'est très très important. Donc c'est à prendre avec des pinces. Faut étudier le cas. Chaque cas doit être étudié et a priori, juste holding pour prendre des parts de société en France ou dans un autre pays, c'est difficilement justifiable d'avoir une société en Andorre juste pour ça. Si on a peut-être si on peut placer de l'argent dans des banques andorranes, si on peut acheter un appartement ou faire un investissement en Andorre, là, euh, on crée de la substance pour après justifier une réorganisation. On a une autre question d'un auditeur anonyme. Y a-t-il des restrictions pour un Français à devenir résident fiscal en Andorre, comme à Monaco, où l'on reste assujetti à la fiscalité française? Alors ça, c'est un point très important et qui nous a fait avoir des clients qui sont des Français qui ont eu des business à Monaco. Non, il n'y a aucune restriction. Le schéma de Monaco est particulier à Monaco. L'Andorre, donc pour la France, que vous partez en Andorre ou dans un autre pays, c'est exactement la même chose. On a une question de Eric. Peut-on, dans un premier temps, créer une société en Andorre et devenir résident ultérieurement? Oui, c'est la seule manière de devenir résident actif. Donc, on crée d'abord la société et après, on devient résident. Donc, si un laps de temps plus long se passe entre la création de la société et la résidence, il faudra s'assurer si on utilise cette société, d'avoir assez de substance, avoir assez de, de- d'activités économiques locales. Quand je dis local, c'est pas chiffre d'affaires local, hein, mais avoir assez de ressources locales pour justifier de cette société. Parfait. Il nous reste encore quelques minutes. Si jamais vous voulez poser vos questions, c'est maintenant parce qu'après je vais fermer les questions. On a un auditeur ou une auditrice anonyme qui nous demande, la convention avec le Royaume-Uni permet-elle de toucher sa retraite d'origine anglaise sans payer d'impôts en Angleterre si on est devenu résident fiscal en Andorre? Alors, la convention, elle a été signée, mais elle n'est pas ratifiée, donc elle n'a pas été publiée. Donc, on répondra à cette question dès qu'elle sera ratifiée, qu'on aura le texte définitif
de la convention. Elle a juste été signée, je crois, en début d'année, et elle n'a pas été ratifiée encore. C'est pas publié dans les journaux officiels. Parfait. Donc, Eh ben, on a... pardon, je Ouais, souligne un vas-y. petit point. En général, les conventions fiscales le permettent d'être imposé de la retraite dans le pays de résidence. OK? S'il y a une convention fiscale. En général, la plupart des conventions le permettent. L'Espagne, lors de la négociation de la convention fiscale avec l'Andorre, a demandé d'ajouter que les retraites espagnoles sont imposables en Espagne si on vit en Andorre. OK? Donc, c'est un point qu'a demandé l'Espagne d'ajouter. Donc, par principe, s'il y a une convention fiscale, on paye là où on est résident. Sauf, en général, pour les retraités de la fonction publique. Donc, si on a travaillé, si on est retraité et qu'on était fonctionnaire, en principe, faut voir le texte final, hein, on va payer les impôts au pays qui nous verse la retraite. Merci, c'est très clair. Yes. Dernière fois, si vous avez une question personnelle, privée, quelque chose que vous voulez peut-être pas voilà, discuter publiquement ici sur ce webinaire, vous pouvez scanner le QR code pour un premier rendez-vous avec Marc et Marie. Euh, Marc, Marie, merci encore à tous les deux d'avoir pris cette heure avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce webinaire et puis j'espère qu'on vous retrouvera bientôt pour d'autres actualités sur les opportunités en Andorre. Merci à French Morning Merci. et merci Romain, spécialement Romain. Et puis merci à toute l'audience pour nous avoir écoutés pendant 1 heure. N'hésitez pas, bien sûr, à prendre rendez-vous avec nous, nous suivre sur Instagram et nous laisser un review sur Google si vous avez aimé la présentation. Parfait. À bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. Ciao.